Hello les copains, les copines et tous ceux qui gravitent plus ou moins quelque part autour de ça. Vous connaissez les portias? Et ben aujourd'hui on va parler des portias. Ce sont des animaux absolument fascinants. Ce sont des prédateurs qui mangent les membres de différentes espèces, enfin en entier, hein, ils mangent pas que des membres genre un bras, non, tout. Mais ils mangent aussi des animaux de la même famille qu'eux. Alors du coup ça fait un peu tomber le capital sympathie là. Mais elles ont de gros yeux. Et du coup comme le physique ça compte quand même un peu plus que ce qu'il y a à l'intérieur, bah finalement on peut dire qu'elles sont trop choupies. Les portias sont capables de faire de très longs détours qui peuvent durer plusieurs heures juste pour attaquer une proie dans de bonnes conditions et être sûr de ne pas la rater. Si les proies sont plus grosses et dangereuses, les portias feront bien attention d'attaquer dans le dos pour infliger une morsure venimeuse rapide qui leur offrira la victoire. Parfois, selon l'espèce de la proie, cette dernière peut garder un sac d'œufs dans la bouche. Du coup, la portia sait que l'autre devra d'abord lâcher le sac avant de pouvoir se défendre. Et bien c'est alors un assaut frontal qui a lieu, parce que c'est maintenant ou jamais. Cet assaut frontal se produit aussi si la proie n'est pas spécialement dangereuse ou si elle est elle-même une prédatrice en train de s'occuper d'une proie qu'elle vient elle-même de capturer. Elle s'en retrouve donc moins alerte à ce qui pourrait arriver alentour et vous inquiétez pas, la portia, elle est alerte. Elles font même très bien la différence entre leurs congénères ou entre différents types de proies, leurs spécificités, les dangers inhérents à chacune, parce que certaines de leurs victimes potentielles sont également de redoutables prédateurs. Hein? Qu'est-ce que c'est une portia? Bah c'est en train de vous dire, c'est un animal trop classe. En plus, elles ont une vision exceptionnelle pour un animal de cette taille, et une vision qui est extrêmement différente de la nôtre. Leur acuité spatiale est excellente, ce qui est très rare pour ce type d'animal d'ailleurs. Leurs deux gros yeux sont formés par de longs tubes, un peu comme des télescopes, dotés de deux lentilles. Une au début, la lentille cornéale, et au fond, une autre qui sert à agrandir l'image. Tout ce petit monde se termine dans une rétine composée de 4 couches, avec chacune sa spécialisation sur les couleurs ou la précision des formes. Ces yeux étranges leur offrent notamment une vision tridimensionnelle assez redoutable, un peu comme quand on porte des lunettes 3D au cinéma. C'est normal d'ailleurs, parce qu'elles ont besoin de se déplacer et de sauter en maîtrisant à la perfection les 3 dimensions, vu qu'elles peuvent se tenir par exemple la tête en bas sur une branche d'arbre ou sur une feuille. Leurs 3 autres paires d'yeux tout autour de la tête leur permettent surtout de détecter les mouvements. Hein? Ouais, ça fait beaucoup d'yeux, ouais. Mais c'est pas très étonnant pour une araignée. Car oui, les portias sont des araignées sauteuses de la famille des celtiques. Ce sont les responsables des petits fils transparents qu'on voit scintiller l'été sur les pare-brises. Il existe une foultitude d'espèces de celtiques, 6009 précisément, dispersées un peu partout sur la planète, sauf au pôle, car il fait trop froid et quand elles mettent un bonnet, bah ouais plus rien. Du coup ce sont pour la plupart de toutes petites bestioles de quelques millimètres qui ne présentent aucun danger pour l'humain, à part peut-être de tomber amoureux de leur petite bouille trop trognonne. Alors bah ça c'est surtout valable tant que vous êtes trop gros pour devenir une cible. Parce qu'en dessous d'une certaine taille, la trognonnerie elle disparaît progressivement pour être remplacée par une espèce de terreur sourde. En fait c'est une question d'échelle, comme avec les chats. Qu'on soit un humain ou une souris, un chat, c'est pas mignon de la même façon. La plupart des espèces européennes ne construisent pas de toile et chassent activement des insectes et parfois d'autres araignées. Je parle bien des portias, hein, pas des chats. Il n'y a aucun chat qui fait des toiles. C'est la famille d'araignées la plus étudiée pour la simple et bonne raison qu'elle possède un nombre de neurones assez faible, ce qui devrait normalement leur interdire la flexibilité cognitive dont elles semblent faire preuve. Mais bon, toutes ces considérations-là, elles s'en tapent les chélicères. Alors, avant d'être interrompu par moi-même, je parlais de leur vue. Quand elles regardent quelque chose, elles vont le scanner. D'abord en agitant les yeux, comme si elles suivaient une espèce de matrice, puis elles continuent la même chose en tournant le corps petit à petit. Du coup, ça peut être très long de scanner toute une zone. Ce qui est stupéfiant, c'est que manifestement, elles prennent le temps de bien tout scanner avant de prendre des décisions. Alors ça a été démontré dans de nombreuses études où des labyrinthes divers et variés leur étaient proposés. Par exemple, elles sont mises en haut d'un cylindre de plastique. À la même hauteur qu'elles, mais trop loin pour sauter dessus, 2 coupelles tiennent sur des tiges de fer qui ne sont rien d'autre en fait que des cintres qui ont été déformés. L'une des coupelles contient de la nourriture, l'autre rien. Les tiges de fer sont emmêlées l'une à l'autre sans se toucher. L'une va à la bonne coupelle, et l'autre, bah l'autre non, sinon what the fuck, les chercheurs, l'étude elle serait teubée quoi. Et bah la plupart du temps, les portias vont scanner les 2 chemins du haut de leur pilier, ce qui peut prendre jusqu'à une demi-heure, hein, donc autant vous dire qu'il doit y avoir une PlayStation dans le labo. Ensuite, elles descendent de leur cylindre, et de mémoire, parce qu'elles voient plus la nourriture, remonter par la bonne tige de fer jusqu'à la coupelle qui contient la nourriture. Ces tests ont été réalisés dans plein de conditions, avec plein de labyrinthes différents, des chemins entremêlés, interrompus, et les petites celtiques s'en sortent toujours très bien. Certains travaux semblent même indiquer que si aucun chemin accessible ne mène directement à la nourriture, eh bien elles pourraient probablement bien choisir un chemin qui permet de retrouver un autre endroit qui lui permettra d'arriver à la nourriture. Ouais, donc en gros, un chemin intermédiaire pour rejoindre un chemin principal. Ouais, c'était pas très clair.
Parfois, elles prennent aussi le beurre et l'argent du beurre en attaquant une araignée à toile. Ouais, parce qu'il y a des araignées à toile et d'autres qui chassent directement sur le sol. Donc elles attaquent des araignées à toile, elles bouffent l'araignée, ses œufs et les insectes qui étaient sur la toile. Ensuite, elles prennent un coca et mettent le foot jusqu'au lendemain parce que honnêtement, c'est une journée bien remplie. D'autres travaux ont montré qu'elles apprennent très vite par essai-erreur. En les mettant sur une petite île entourée d'eau, elles ont deux façons de s'échapper pour rejoindre la périphérie au sec. Soit elles tentent de sauter et finir à la nage, soit elles font la totalité à la nage. Les chercheurs décident quelle stratégie va fonctionner ou non au hasard selon les individus. Si les araignées n'utilisent pas la technique prédéterminée par les chercheurs, ils utilisent une petite lame de plastique pour créer un courant d'eau et les faire revenir à l'îlot central. Par exemple, si on veut qu'elle fasse tout à la nage et que l'araignée commence par sauter, eh bien les chercheurs vont produire un courant opposé à la progression des arachnides. Si la technique employée est la bonne, eh bien à ce moment-là, ils produisent des petites vagues dans le bon sens pour aider les araignées à rejoindre la destination, c'est-à-dire la plateforme périphérique. Même si à la première tentative, il n'y a pas vraiment de préférence particulière d'un individu à l'autre, certaines sautent, d'autres nagent, la seconde tentative en revanche est fortement influencée par la réussite ou non de la première tentative. En cas d'échec, elles tentent l'autre stratégie, alors qu'en cas de succès, elles reproduisent la même qu'elles ont déjà employée. Dans un autre registre, parfois certaines de leurs proies sont immobiles, mais les portias les sentent quand même grâce à des indicateurs chimiques. Des travaux de 2000 ont montré que, dans ce cas-là, elles emploient une technique spéculative et sautent plus ou moins au hasard vers là où elles supposent que leur proie se trouve, pour la faire bouger et ainsi la repérer plus facilement. Alors je précise au vol que là je vous mélange des recherches faites sur différentes espèces de portia, même si la plupart des travaux ont été réalisés sur Portia fimbriata qui vit dans des régions asiatiques et australiennes. Alors maintenant, si l'arachnophobie vous a gagné, je rappelle au passage qu'il n'existe à peu près aucune espèce dangereuse en France, à l'exception de très rares cas comme celui de la veuve noire qu'on trouve en Corse, en Provence et un peu sur la façade atlantique, de même que dans les différents films Avengers où Scarlett ne nous gratifie pas de cette gracieuse démarche qui laisserait supposer deux jambes de bois et une scoliose avancée qui a fait tout son charme dans l'adaptation cinématographique de Ghost in the Shell. Et quand je dis dangereuse, je dis pas mortelle, parce que à part si votre état de santé est déjà pas terrible à la base, genre votre cœur baigne dans de la graisse de curly, il n'y a pas grand chose à craindre. Les araignées n'attaquent normalement pas des proies qu'elles ne peuvent pas vaincre, sauf pour se défendre. En général, elles sont plutôt craintives. Bon, après, il y a quelques années, un matin, je me suis réveillé avec des grosses cloques partout sur mon torse musclé de super-héros, probablement parce que j'avais dû dormir avec une peluche à 8 pattes qui voulait pas dormir avec moi. Hashtag balance ton humain, quoi. Pour conclure, en bref, et contre tous, si tout cela n'était pas assez clair, toute la dernière partie de mon propos a pour but de vous demander d'arrêter d'écraser les araignées qui ne vous ont rien fait et qui de toute façon ne vous feront rien. Merci, bisous!